Bonjour à tous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker, la commenter, la partager au plus grand nombre et de vous abonner à notre chaîne. Nous avions décidé de laisser de côté l'affaire Tariq Ramadan et de ne plus en parler, considérant qu'elle est actuellement entre les mains de la justice et que cette dernière est là pour faire son travail le plus sereinement possible. Après l'incarcération du prédicateur helvète le 2 février dernier, une grande campagne de désinformation à l'anglaise, qui se veut être une campagne de soutien dans les 3 langues, français, anglais et arabe, a déferlé sur Internet avec une force rare et de gros moyens financiers. Tout a commencé avec la vidéo de l'épouse de M. Tariq Ramadan, vidéo de 6 minutes, dans laquelle on la voit, la tête penchée à droite, la voix faible, nous expliquer que son mari est la victime d'un système judiciaire qui s'acharnerait sur sa personne. Elle affirmera même, avec une expression curieuse, « C'est un honneur de l'accompagner aujourd'hui ». C'est son droit le plus total, de le faire sans restriction aucune, qui du reste lui en voudrait. Malheureusement, dans cette campagne de propagande, il y a une quantité assez impressionnante d'approximations, de mensonges manifestes et pire encore d'omissions concernant tous les points faibles du dossier qui sont pourtant nombreux. Rappelons que le dossier d'instruction contient 600 pages. Les partisans de M. Tariq Ramadan, qui aujourd'hui trouvent son épouse courageuse et digne, abreuvée d'insultes Anne Sinclair lorsqu'elle avait agi de la même manière pour son ex-mari Dominique Strauss-Kahn. Ceci est un petit détail, un simple rappel, qui met en lumière le peu de considération dont font preuve les partisans du prédicateur envers la justice et l'équité. Dans cette vidéo, son épouse affirme n'avoir été au courant de rien, ce qui est démenti par un grand nombre de témoignages. Rappelons les nombreuses vidéos de Majdallah Roussi, qui ont été postées il y a plusieurs années et avaient fait le tour du web. L'imposture que représente cet homme, je ne suis pas la seule. On est plusieurs filles, on est des dizaines, des centaines même, à s'être fait piéger. Il est inconcevable qu'elle n'ait pas été mise au courant à l'époque. Le journal du dimanche du 18 février a publié un article concernant un témoignage d'une femme suisse qui affirme avoir envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à Madame Iman Ramadan pour l'informer du comportement de son mari. Le témoignage de cette femme ainsi que son courrier ont été versés au dossier d'instruction. Bizarrement, dans sa seconde vidéo, Madame Iman Ramadan n'en parlera pas. Le portrait qu'on fait de mon mari ne correspond absolument à rien de ce qu'on connaît de lui, de ce que je connais de lui. Au même moment, l'information concernant la sclérose en plaques dont est atteint M. Tariq Ramadan a été diffusée à travers les médias. Son épouse parle même d'une maladie chronique sévère. Immédiatement, ses partisans ont expliqué qu'il ne pouvait être soigné en prison, comme si parmi les 68 000 détenus français actuels, il n'y avait aucun parmi eux qui soit atteint de sclérose en plaques. Il y a même en prison, sachez-le, des cancéreux sous chimiothérapie. Ils sont traités exactement de la même manière que tout citoyen français libre. Dire le contraire est un mensonge. Cette excuse de la maladie rappelle curieusement celle des dictateurs tunisiens Ben Ali ou de son homologue égyptien Moubarak, qui, dès leur chute, mettaient en avant leur maladie dans l'espoir d'atténuer la sévérité de la justice, des maladies qu'ils jugeaient au demeurant compatibles avec l'exercice de leur haute fonction, quand tout allait bien pour eux. M. Tariq Ramadan était pourtant dernièrement en Inde pour une conférence. Il a posté des photographies sur les réseaux sociaux, indiquant clairement qu'il était en bonne santé apparente. Loin de nous la moindre velléité de minimiser la réalité de sa maladie. Celle-ci devra être expertisée par la justice comme pour n'importe quel autre citoyen. Nous faisons entièrement confiance au médecin qui aura à l'examiner incessamment. Nous devons par contre rappeler aux auditeurs qu'il n'existe aucun traitement efficace de cette maladie, qui d'ailleurs se décline sous différentes formes cliniques. Pour le moment, il s'agit hélas pour les patients beaucoup plus d'un traitement symptomatique que d'un traitement curatif. Rappelons en outre que la communication autour de son extraction de sa cellule et son transport en ambulance ressemblait beaucoup à une mise en scène. Il faut savoir qu'à la prison de Fleury-Mérogis, une salle est dotée depuis une dizaine d'années d'un écran géant permettant de suivre par visioconférence les débats et d'assister au jugement à distance. Nul besoin de se déplacer systématiquement au tribunal. Son épouse nous expliquera enfin que la justice doit le libérer car il est venu de son plein gré, il avait pleinement confiance en la justice et malheureusement la justice lui donne tort. Elle omet de dire qu'il a été destinataire d'une convocation qui l'obligeait à se présenter. Autrement, un mandat d'amener aurait été émis. C'est pareil pour tout le monde. Concernant la défense, une détention provisoire n'a jamais empêché quiconque d'organiser depuis la cellule, avec l'aide d'avocats rompus à ce genre de situation et d'exercice. Rappelons que sur les 68 000 détenus que comptent les prisons françaises, près de 20 000 sont aujourd'hui même en détention provisoire, ce qui représente environ 30% de la population carcérale. Comment dès lors oser dire que le traitement subi par M. Tariq Ramadan est un traitement exceptionnel et injuste, d'autant qu'il possède une ribambelle d'avocats spécialisés parmi les meilleurs qui peuvent assurer sa défense de manière efficace. Une autre information totalement fausse a circulé, relayée par plusieurs imams qui ont réalisé des vidéos de soutien, à savoir que Tariq Ramadan serait actuellement au QHS ou quartier de haute sécurité. Mais aujourd'hui ne sont pas à l'isolement comme notre frère. Avec un traitement de haute sécurité comme si c'était un grand criminel. Il est donc placé en détention à l'isolement dans un quartier haute sécurité. En réalité, c'est exactement le contraire puisqu'il se trouve actuellement dans le quartier VIP de la prison de Fleury-Mérogis avec une surveillance particulière, le protégeant de tout harcèlement, sachant que les accusations qui pèsent sur lui sont très mal vues en milieu carcéral.
Ayant moi-même exercé durant plusieurs mois dans une prison française fort connue, je peux vous assurer que les cellules VIP sont d'un tel luxe que des dizaines de milliers de détenus rêveraient de pouvoir les occuper en raison de leur conception. Cellules particulières avec douche et un calme très appréciable. Il faut également rappeler au lecteur que la directrice de cette prison, Mme Nadine Piquet, avait adressé un courrier à sa hiérarchie le 3 juillet 2016 dans lequel elle s'inquiétait de la dégradation des conditions de détention due à une surpopulation carcérale et une baisse des effectifs. Fort heureusement, M. Tariq Ramadan ne souffre pas de cette dégradation des conditions d'accueil étant installé dans le quartier VIP. Nous n'avons pas entendu non plus ses partisans dénoncer ces conditions déplorables dans lesquelles vivent tous les jours des milliers de détenus français. Pour finir avec la vidéo de Mme Iman Ramadan, rappelons que le témoignage de la maman de Nordal Lelandais allait dans le même sens puisqu'elle affirmait que son fils était incapable de commettre de telles atrocités. Nous connaissons la suite, en fait, tout ceci n'est qu'une tentative de manipulation faisant appel au sentimentalisme, qui, il est vrai, fonctionne toujours très bien. On trouve également sur la toile la vidéo de soutien de l'imam de Montpellier, Mohamed Katabi. Ce monsieur a été condamné ainsi que son épouse par la justice héroltaise à une peine de prison avec sursis pour fraude au préjudice de la caisse des allocations familiales, travail dissimulé et blanchiment de fraude fiscale. À partir de là, une question essentielle se pose, depuis quand un musulman choisit-il comme imam un voleur condamné par la justice? Nous pouvons ajouter que dans sa vidéo, M. Katabi avait l'usage de ses deux mains et jouissait de leur parfaite intégrité, ce qui représente une anomalie d'un point de vue islamique. Il devrait pour cela se féliciter d'avoir été jugé par la justice républicaine et surtout s'abstenir de la critiquer maintenant qu'elle s'intéresse à M. Tariq Ramadan. M. Katabi affirme d'entrée de jeu que M. Ramadan est victime d'un lynchage médiatique et d'insultes. Faux, il n'est pas plus victime de lynchage que ne l'a été Dominique Strauss-Kahn ou que l'en était Nicolas Hulot ou Harvey Weinstein. C'est ainsi que fonctionne la presse poubelle hexagonale dans l'irrespect total et la violation du secret d'instruction, toujours à la recherche du buzz au quotidien, et cela concerne tout le monde, toutes les affaires médiatisées. Concernant les insultes, on n'en a pas eu le moindre écho visant M. Tariq Ramadan. Par contre, on en a lu des milliers de la part des groupies décérébrés du prédicateur, spécialisés comme personne en cyberharcèlement. Même la Hasbara ne leur arrive pas à la cheville. Ce qu'il affirme est donc non seulement inexact, mais correspond à l'inverse de la réalité. Pire que tout, cet imam montpelliérain va affirmer ceci concernant M. Tariq Ramadan. Tariq, c'est notre frère. Bon gré, mal gré, il restera partie de la communauté. Coupable, pas coupable, il fait partie de la communauté. C'est Tariq Ramadan. Est-ce utile de rappeler ici que ces propos n'ont strictement rien à voir avec l'islam, sachant que s'il était avéré coupable, la justice islamique le condamnerait à la peine de mort. Il serait excommunié et exclu ipso facto de la communauté. Seul un parrain mafieux peut tenir de tels propos insensés et irresponsables. M. Katabi a fait appel de sa condamnation, dont le délibéré sera rendu le 4 avril 2018. À écouter cet imam extrêmement dangereux dans ses positions et sa façon de penser, tous les criminels musulmans, les pédophiles, les assassins, les violeurs seront toujours soutenus par la communauté. Ceci n'a rien d'islamique, c'est un comportement sectaire, détestable qui donne la nausée. Il sera aisé de citer ici une centaine de versets de paroles prophétiques qui affirment le contraire. On imagine que s'il s'agissait du viol de sa fille ou de sa femme, de sa cousine ou de sa nièce, il ne tiendrait pas de tels propos. Après avoir réalisé quelques coups de fil, nous avons appris que cet imam aurait eu quelques démêlés à Lille, puis à Nîmes et maintenant à Montpellier. Bref. Monsieur Marwan Mohamed, ex-responsable du CCIF, a également publié un très lent texte pour venir en soutien à M. Tariq Ramadan, rappelant que tous les soutiens dont on va parler avaient curieusement gardé le silence depuis le mois d'octobre et ne sont sortis de cette posture qu'après la venue de Mme Iman Ramadan à Paris. Dans cette longue interview, publiée sur son site, M. Marwan Mohamed commence par condamner les insultes dont étaient l'objet les présumées victimes de M. Tariq Ramadan. Ceci arrive hélas très tardivement, d'autant qu'il ne s'agit point de quelques insultes banales, mais de milliers de propos orduriers et de menaces de mort. Il explique que le prédicateur s'était présenté librement alors qu'il répondait à une convocation dans le cadre d'une enquête pour viol et agression sexuelle. Il parlera ensuite du fameux billet d'avion Londres-Lyon perdu par les enquêteurs et qui prouverait que M. Tariq Ramadan a atterri à 18h35, détruisant ainsi le témoignage de la seconde plaignante, Christelle. Primo, il s'agissait d'une simple capture écran, d'une réservation, ce qui n'a strictement rien à voir avec un billet. Secondo, le fait que ce document ait été égaré puis retrouvé, plus tard ne constitue en rien la preuve d'un quelconque acharnement, rappelant que la justice a déjà connu ce type de dysfonctionnement par le passé, comme par exemple la libération d'un détenu qui ne devait pas l'être à cause tout bêtement de l'absence d'encre dans le télécopieur. Du reste, sachant que ce document avait été produit par sa défense, Tariq Ramadan avait tout le loisir, durant sa garde à vue, d'expliquer qu'il ne pouvait pas être dans sa chambre lyonnaise de l'hôtel Hilton étant donné qu'il avait atterri à 18h35, ce qu'il n'a curieusement pas fait. Il n'avait pas besoin d'avoir accès au dossier pour présenter son alibi. L'accès au dossier est utile pour connaître les dépositions des plaignantes et des témoins, ainsi que les documents fournis à charge. La conférence du 9 octobre 2009 a été organisée à la salle Ficelle, à Lyon, par l'Association des Jeunes Musulmans de France, ou UJM. Il suffit de poser la question aux membres de cette association qui l'a récupéré à l'aéroport pour le déposer à l'hôtel Hilton, pour en finir avec cet alibi.
Curieusement, l'UFCM ou Union française des consommateurs musulmans, association présidée par M. Yamin Makri, bras droit de Tariq Ramadan et fondateur des éditions Tawhid, a publié un curieux communiqué sur sa page Facebook dans lequel il explique que cet alibi ne veut pas dire grand-chose, je le cite. Affirmer par exemple qu'une réservation d'avion est un alibi irréfutable qui exige sa libération n'est pas recevable. Tous ceux qui connaissent le rythme de vie de M. Tariq Ramadan savent qu'il lui arrivait de réserver et de changer ses réservations en dernière minute. Ce qui n'empêchera pas les soutiens de M. Tariq Ramadan de revenir systématiquement sur cette réservation, la présentant comme une preuve irréfutable. Qu'attendait-il pour faire témoigner le ou la personne de l'UGM ayant récupéré M. Tariq Ramadan à l'aéroport, l'ayant conduit à l'hôtel Hilton? On imagine que sur place à Lyon, beaucoup connaissaient la vérité. En réalité, nul besoin d'attendre plus longtemps puisque les organisateurs ont contacté les médias et se mettent à disposition de la justice pour expliquer le déroulé de cette fameuse soirée du 9 octobre 2009. Il s'avère, selon un article du Muslim Post, que M. Tariq Ramadan serait arrivé non pas de Londres mais de Madrid à 11h15 et non à 18h35. Ainsi, le fameux alibi mis en avant par la défense et qui mettrait à mal, selon eux, la version de la seconde plaignante Christelle, constituée par le document qui avait disparu du dossier pour réapparaître plus tard, n'en est plus un. Reste à savoir pourquoi les organisateurs de cette conférence, nous parlons bien sûr des responsables, plus précisément ceux de l'UJM, donc du CMF, auquel il appartient, affirmaient-ils le contraire. Rappelons qu'il était particulièrement aisé à M. Nabil Nasri, président du CMF, d'obtenir l'information par de simples coups de fil. Nous verrons plus bas que ça n'a pas été le cas et qu'il affirmera même l'inverse à plusieurs reprises et avec conviction. D'autant que ces responsables, dont M. Yamin Makri et Fethullah Othmani, sont parmi les fondateurs du centre éthique récemment ouvert à Paris avec M. Ramadan. Cacher une information aussi importante n'est pas très éthique. Nous pouvons rappeler également que la justice s'est illustrée dernièrement en relaxant M. Jawad Ben Daoud car il était clair et manifeste, vu son pédigré catastrophique, qu'il n'avait rien à voir avec les terroristes qu'il avait hébergés. Malgré une très grande pression médiatique, le tribunal a su dire le droit et rendre justice en toute indépendance et équité, ce qui ne peut que l'honorer. Ensuite, comme d'autres soutiens, M. Marwan Mohamed va se plaindre de Caroline Fourest. Encore une fois, comment est-il possible de se plaindre des agissements d'un ennemi redoutable qui veut vous détruire et qui le dit explicitement à longueur de journée depuis des années? Si on ne veut pas avoir d'ennemis de ce genre, il faut renoncer à être un personnage public et rester chez soi tranquillement. Ceci n'est rien d'autre que de la pleurniche, de la victimisation malvenue et assez humiliante en réalité. M. Mohamed fera ensuite un pitch de la carrière et de l'utilité de l'œuvre de M. Tariq Ramadan, expliquant qu'il a été un éducateur majeur des dernières générations. Ce qui est un mensonge honteux, facilement vérifiable lorsqu'on observe le comportement des pom-pom girls et autres fanzous du prédicateur sur les réseaux sociaux. Ils se sont rendus coupables d'un torrent d'injures et de grossièreté qu'il est très difficile de reproduire ici par leur caractère humiliant et dégradant. On reconnaît un arbre à ses fruits, disait le Christ pendant sa prophétie. Les fruits de l'arbre ramadanien sont malheureusement bien pourris. Nous aimerions également savoir où sont les résultats de tout ce travail extraordinaire tant vanté, prétendument fourni tout au long des 3 dernières décennies par la secte des frères musulmans via l'UOIF et les nombreuses structures qui lui sont affiliées. Sur le terrain, nous n'avons rien vu. Au niveau politique et médiatique, c'est une catastrophe. Nous nous dirigeons vers une interdiction du foulard dans les lieux publics. La communauté musulmane n'est même pas capable de s'offrir des lieux de culte dignes. N'importe quelle secte récente jouit de lieux de culte plus prestigieux, comme les Témoins de Jéhovah ou l'église de Scientologie. Une véritable honte. M. Marwan Mohamed reviendra sur la maladie du prédicateur suisse qui se dégraderait à vue d'œil, selon lui, tout en affirmant qu'il n'y a pas de complot dans cette affaire. Nous y reviendrons plus tard, juste après avoir étudié la prestation de M. Nabil Nasri. Enfin, M. Marwan Mohamed conclura son intervention de manière assez curieuse, puisqu'il s'interroge, dans le cas où M. Tariq Ramadan s'avérait être innocent, comment allaient être réparés les pots cassés et comment pourrait-il recouvrer sa dignité et son honneur? C'est une question qui se pose effectivement, mais il y a aussi son corollaire qu'il lui fallut traiter et développer. Et si Tariq Ramadan était reconnu coupable de toutes ces accusations, qu'en serait-il de cette tromperie de 30 ans de la part d'un personnage qui prendrait alors les traits d'un pervers narcissique dangereux, qui d'un côté aura passé sa vie à prêcher la bonne parole et la religion, et de l'autre côté à forniquer et violer? Que penseraient alors les gens du comportement des tenants de cette défense inconditionnelle et du mépris quasi systématique de la souffrance des victimes? Souffrance décuplée par un tel comportement. En réalité, tout ceci ne peut être pris en compte car dès lors, on n'aurait plus le droit de déposer des plaintes contre personne, étant donné les hypothétiques conséquences que M. Marwan Mohamed pointe du doigt. Chaque chose en son temps, celui du moment présent est dédié à la recherche de la vérité concernant des accusations très graves. Venons-en maintenant au témoignage de M. Nabil Nasri, à travers une vidéo d'une quinzaine de minutes postée sur son site, à l'instar de M. Marwan Mohamed. Il a gardé le silence depuis l'éclatement de l'affaire au mois d'octobre pour des raisons obscures. C'est seulement maintenant qu'il sort de son silence. Avant d'aller plus loin, il serait intéressant que M. Mohamed et Nasri
nous disent s'ils appartiennent oui ou non à la secte des frères musulmans afin que nous puissions comprendre leur point de vue en tenant compte de leur logiciel d'analyse. Car il faut bien savoir que le lien secret qui relie toutes les personnes qui vont s'exprimer sur cette affaire est bien leur appartenance à la secte des fréristes. Monsieur Nabil El-Nasri va reprendre l'argument du billet d'avion. Il fait fi des 600 pages du dossier d'enquête, il ne reprendra que des points faussement litigieux, tout en oubliant des dizaines de faits accablants et de témoignages. Encore une fois, comme les autres, il se plaindra du travail acharné de Caroline Fourès et d'Antoine Sfer, les accusant de subornation de témoins. Toujours cette stratégie de la pleurniche qui n'est pas digne d'hommes engagés dans un camp politique de cette envergure. D'autant que les avocats de la défense sont là pour veiller aux intérêts de leurs clients, vous inquiétez pas. Ils demandent la libération de M. Ramadan, qui se serait rendu de son plein gré à la convocation, tout en clamant son innocence. Faut-il comprendre et en déduire que ces deux seuls faits prouvent qu'il n'est coupable d'aucune des accusations? Tout ceci est très léger. Qui ignore encore que tous les prisonniers clament leur innocence et disent n'avoir strictement rien fait jusqu'au jour où M. Nabil El-Nasri va affirmer qu'une des accusatrices serait une connaissance de longue date de Mme Fourest, ce qui est totalement faux, puisqu'elles n'ont été en contact qu'en 2009, puis plus rien jusqu'en 2017. Quand bien même, sans chercher à laver Mme Fourest de sa réputation sulfureuse, en quoi sa démarche serait-elle différente de celle de n'importe quelle citoyenne médiatique non musulmane qui aurait eu connaissance des faits et qui aurait usé de son poids pour que justice soit faite, comme aurait dû le faire n'importe quel musulman. Du coup, comment comprendre que Tariq Ramadan ait été mis en détention provisoire, surtout quand on sait que ce n'est pas un, mais 3 juges d'instruction qui sont impliqués dans le dossier? Monsieur El-Nasri commettra la même erreur concernant la détention préventive, faisant croire à son auditoire qu'elle serait exceptionnelle, alors qu'elle concerne 20 000 détenus français en ce moment. Il parlera de traitement médiatique ordurier, sauf qu'il oublie que le traitement de l'affaire DSK après le viol de l'hôtel Sofitel a été parmi les plus violents de toute l'histoire moderne. On parle de 150 000 unes de journaux dans le monde. Cette affaire Tariq Ramadan est très loin et n'égalera jamais l'emballement médiatique de l'affaire DSK. Il utilisera ensuite 2 arguments détestables qui consistent à accuser les adversaires du prédicateur helvète de haine et de recherche de buzz, donc d'argent. Par expérience, l'argument de la haine est utilisé par ceux qui sont à court d'arguments. Dans mes 2 derniers procès contre messieurs Alain Zanini et Morgane Le Bail-Priest, ces 2 personnages ont crié à la haine et à l'obsession, j'ai même été accusé de nazisme. Dieu merci, nos vidéos n'ont à ce jour jamais été monétisées, le site lelibepenseur.org est totalement gratuit depuis maintenant 12 ans, c'est ce qui fait notre force, notre indépendance économique totale. Lorsque M. Nasri s'attaquera à Mme Lucia Canovi, agrégée de lettres modernes, qui a effectué un travail remarquable et poussé sur l'œuvre complète de M. Tariq Ramadan, il se montrera très sévère, la traitant de guignol. Interviewer n'importe quel guignol du moment qu'il vomit sur Ramadan. La dernière personne en date qu'il a interviewée est Lucia Canovi. Est-ce un comportement digne envers une sœur en islam que de la traiter de la sorte, d'autant que ce qui lui est reproché est 1000 fois moins grave que ce qui est reproché à M. Tariq Ramadan? M. Nasri diffusera un énième mensonge qui viendra s'ajouter à la liste impressionnante de ces fake news, celui d'affirmer que M. Tariq Ramadan était au quartier de haute sécurité. Encore une fois faux, est-ce qu'il vérifie au moins ces informations avant de parler? Il parlera également de la différence de traitement subi par M. Ramadan comparé à celui de M. Gérald Darmanin, par exemple, mettant le doigt sur l'ovation de l'Assemblée nationale reçue par ce dernier malgré des accusations de viol. Il utilisera d'ailleurs les termes « dans l'enceinte de notre République » pour appuyer le ton sur la gravité de la situation, sous-entendu la profanation de la République par un tel comportement. Faut-il rappeler à M. El-Nasri que la République maçonnique est coutumière de ses comportements, rappelant pour seul argument le fait que le président actuel de l'Assemblée nationale est l'auteur de 2 parjures. Un nombre incalculable de députés siégeant au sein de l'Assemblée ont des casiers judiciaires. Ce chaos n'a certainement pas commencé avec l'affaire Tariq Ramadan. L'Assemblée vient d'ailleurs de rejeter l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge pour y siéger, alors que c'était une promesse présidentielle. Quelle naïveté! En réalité, encore une fois, les soutiens de M. Ramadan veulent qu'il soit traité aussi injustement que les ministres accusés, c'est-à-dire autrement que tout justiciable lambda. Il n'est aucunement exigé de justice ici, mais plutôt un passe-droit comme celui concédé aux Hulot, Darmanin, Aziza, Polanski. Cette demande est d'autant plus ridicule qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Si ses soutiens voulaient une justice exemplaire, ils demanderaient son application stricte aux Hulot, Darmanin, Aziza, Polanski, etc. Et non l'inverse. Drôle de conception de la justice et de l'équité. Quant à nous, sur le site lelibepenseur.org, nous dénonçons toutes les magouilles et injustices sans exception aucune, d'où qu'elles viennent, et depuis le début, contrairement à ces justiciers de pacotille qui ne se réveillent que lorsqu'il s'agit de leurs gourous et de leurs intérêts. Il sera question dans cette vidéo du passeport égyptien de M. Tariq Ramadan. M. El-Nasri affirme que celui-ci n'existe pas, alors que les avocats de M. Ramadan proposent de le livrer à la justice ainsi qu'une caution de 50 000 €, suggérant même la mise en place d'un bracelet électronique afin de prouver leur bonne foi. Qui des deux a raison?
Enfin, M. Enazri nous expliquera qu'il n'est en rien complotiste et que la stratégie initiale de crier au complot sioniste était une aberration et même déplorable. Je ne suis pas du tout fan de la théorie du complot, et il était déplorable d'ailleurs que certains aient agité la thèse du complot sioniste au début de l'affaire pour protéger Tariq Ramadan. C'était une aberration. Et ceci à l'instar de M. Marwan Mohamed cité plus haut. Faut-il rappeler à ces messieurs que les premiers à avoir parlé de complot sont messieurs Tariq et Hani Ramadan ainsi qu'Amin Makri de l'UFCM. Il est du coup assez culotté de venir critiquer cette stratégie de défense aujourd'hui. C'était une aberration. Nabil Enazri finira sa vidéo en condamnant les insultes et menaces proférées contre les victimes. Sauf que là encore, il arrive avec plusieurs mois de retard, sachant que l'effet de ces menaces et insultes déteint très négativement sur l'appréciation des juges. Elles ont totalement desservi Tariq Ramadan. Il lui fallut réaliser un nettoyage en amont, un nettoyage concret sur les réseaux sociaux, mais il est vrai que c'était trop tard, vu l'énormité de la tâche et l'échec cuisant de l'enseignement prétendument prodigué à la masse par M. Tariq Ramadan. Il lui fallut réaliser un nettoyage en amont, un nettoyage concret sur les réseaux sociaux, mais il est vrai que c'était trop tard, vu l'énormité de la tâche et l'échec cuisant de l'enseignement prétendument prodigué à la masse par M. Ramadan. M. Nabil Enazri postera une deuxième vidéo plus scandaleuse encore, dans laquelle il répétera ses erreurs déjà citées, dans lesquelles il appellera à la mobilisation générale, tout en étant en vacances de ski à la montagne. Chacun ses priorités. Eh bien, oui, ici à Nagano, comme vous le voyez sur ces images. Ce qui est à mon sens le plus grave dans ces critiques, c'est le fait de reprocher aux plaignantes de se rapprocher de Madame Fourest, par exemple. Comment aurait-elle fait autrement, étant donné qu'absolument personne n'était venu les soutenir au sein de la communauté musulmane? Pire encore, elles se sont fait traiter de péripatéticiennes, pour rester polies, de menteuses, par cette même communauté qui aurait dû les protéger et constituer une alternative à Madame Caroline Fourest, pour ces cas forcément inévitables dans toute la communauté, si religieuse soit-elle. Certaines ont même abjuré la religion musulmane après qu'elles eussent été, dirent-elles, traumatisées dans un premier temps par l'agression sexuelle, puis dans un second temps par le comportement ahurissant de violence des sectateurs de M. Ramadan. On prête également beaucoup de pouvoir à Madame Fourest, alors que depuis 2009, elle n'a strictement rien fait et qu'il a fallu attendre l'affaire Weinstein pour que des plaintes soient déposées et instruites. Elle n'est donc en réalité pour rien dans cette affaire, ni elle, ni M. Antoine Sfer d'ailleurs. Quant à nous, nous ne pouvons qu'encourager Madame Caroline Fourest à utiliser son temps et son énergie à dénoncer le comportement de feu Pierre Berger qui n'avait rien à envier à Harvey Weinstein, selon le témoignage de son ex-amant Fabrice Thomas. Ce message s'adresse également à la journaliste de Mediapart Marine Turki, ainsi que celle de Vanity Fair Marion Van Rentergem. Au boulot les filles, on se retrousse les manches, on s'arme de courage, car parler de Pierre Berger est vraiment risqué. Je lui dis pourquoi tu as voulu assassiner Pierre. Sa réponse, ça m'a vraiment stupéfait. Il m'a expliqué que dans une séance de soumission que Pierre lui infligeait, il l'avait ligoté et Pierre lui avait obligé de manger ses excréments. Et Yves, il a été traumatisé. Et non seulement il a été traumatisé, mais il n'a jamais pardonné ça à Pierre Berger, au point de vouloir l'assassiner pendant son sommeil. D'autres soutiens viendront apporter leur pierre à l'édifice bancal de la stratégie de défense de M. Tariq Ramadan. El Kenz postera de nombreux messages de soutien sur les réseaux sociaux. L'association Baraka City postera un message assez lent sur sa page Facebook contenant les mêmes hérésies et mensonges déjà cités en commettant la lourde maladresse de ne jamais évoquer le sort des présumées victimes. Ils sont persuadés qu'il s'agit d'une cabale. Ils s'inscrivent également dans la Free Tariq Ramadan Campaign. Il sera urgent qu'ils se mettent tous d'accord concernant l'accusation de complot car leurs avis divergent. Une certaine Faiza Ben Mohamed va s'improviser détective privé et affirmer que le prénom Christelle, donné comme pseudo à la deuxième plaignante par les médias, apparaissait dans un échange de SMS, ce qui représenterait selon elle une contradiction, sans se douter que le prénom a été changé par les médias pour protéger l'identité de la seconde plaignante tout simplement. D'autres, plus fous, oseront parler de non-assistance à personne en danger. D'aucuns affirmeront que les photos et vidéos accablantes qui traînent sur le net sont des robots fabriqués par la CIA, du délire. Rappelons toutefois que le seul moment où la CIA a été impliquée dans cette affaire, c'est à la naissance de la confrérie sectaire des frères musulmans en Europe, étant donné qu'elle avait soutenu le père fondateur de M. Tariq Ramadan, Saïd Ramadan, comme démontré dans le livre de Ian Johnson, Une mosquée à Munich. C'est encore une fois l'inverse qui est dit et diffusé au mépris de la vérité et de la justice. C'est insupportable. L'écrivain Sofiane Méziani va lui mettre aussi une vidéo en ligne de 3 minutes dans laquelle il crie au complot, car selon lui, le système français ayant été incapable de contrer sur le terrain des idées M. Tariq Ramadan, le jette aujourd'hui en prison. Faut dire qu'ils ont été patients pendant 30 longues années. Si tel était le cas, ils auraient dû l'emprisonner plus tôt, non? D'autant que le patron des RG concernant l'islam de France, M. Bernard Godard, avait affirmé dans une interview qu'il savait que M. Ramadan faisait monter des femmes après ses conférences dans ses chambres d'hôtel. Oui, écoutez, je savais
comme beaucoup de gens, que voilà, il y avait avec les filles, il aimait bien avoir des contacts avec la gente féminine. Il dit aux filles de monter, et puis il est un peu violent. Il demande aux filles de déshabiller. Il y a des filles qui résistent et qui repartent. Comme les autres et ceux qui vont suivre, pas un traître mot pour les victimes présumées. Lui aussi est choqué par le deux poids deux mesures entre les affaires Aziza Darmanin face à celle de M. Tariq Ramadan, comme si nous vivions dans un monde enchanté où tout allait bien auparavant et que le chaos n'a commencé qu'avec le cas Ramadan. Il appelle pour finir à soutenir inconditionnellement Tariq Ramadan. Tariq Ramadan mérite d'avoir notre soutien inconditionnel. Ce qui, venant d'un croyant, est un non-sens juridique et spirituel. Une série de vidéos d'imams de nombreuses villes de France seront postées sur la page Facebook de Résistance et Alternative, mouvement créé pour l'occasion afin de défendre M. Ramadan. Ces imams s'illustreront dans ces vidéos avec un psittacisme troublant. M. Farid Slim, imam de Chambéry, en direct de la ville sainte de Médine, via son portable, va nous expliquer qu'il faut absolument soutenir le frère Tariq Ramadan, car c'est une prescription prophétique. Qu'il est de notre devoir de soutenir notre frère dans cette épreuve, parce que le prophète nous enseigne que le musulman est le frère du musulman. Il affirme lui aussi que M. Ramadan est en quartier de haute sécurité, ce qui est un mensonge. Il demande aux musulmans qui l'écoutent de le soutenir car il souffre, tandis qu'il n'aura aucun mot pour les présumées victimes qui, elles, ne souffriraient pas à leurs yeux. Ismaïl Abou Ibrahim, un imam marseillais, affirme que M. Ramadan est à l'isolement, ce qui est faux. Il s'appuiera aussi sur une parole prophétique, affirmant qu'il est victime d'une injustice et qu'il mérite soutien au risque de s'exposer à être jugé par Dieu pour non-assistance à un frère musulman, un quasi-chantage. L'imam Mohamed Minta de Dessine nous expliquera qu'il est important de soutenir un frère musulman en citant une parole prophétique hors contexte. Il affirme que M. Ramadan est opprimé, incarcéré injustement car non condamné. Tout ce qu'il dit est juridiquement faux, mais la vidéo est postée quand même. Il osera même dire qu'aujourd'hui c'est Ramadan et si vous ne faites rien, demain ce sera vous. Comme s'il n'y avait pas un dossier de 600 pages concernant de plaintes pour viol et agression. Comme si cette affaire pouvait concerner n'importe quel musulman. Osera-t-il s'exprimer au sujet des musulmans de Guantanamo? Je crois pas. Non. Quant à M. Mourad Hamza, imam d'Aix-en-Provence, il sera l'auteur de 2 vidéos extraordinaires. Première faute commise par cet imam, le fait d'expliquer que cette affaire doit être jugée via le prisme coranique. Nous avons appris par nos maîtres que quand il y a des troubles, quand il y a un problème, surtout, poser le problème devant le concept coranique. Poser le problème devant ce que dit le Coran. Pour ce faire, il faut quitter la France et vivre en terre islamique. Rappelons à ce monsieur que même au Maghreb, ce qu'il dit n'est pas appliqué par la justice locale. Ainsi, tout ce qu'il raconte n'a ni queue ni tête et n'est pas applicable dans cette affaire. Il nous sortira le couplet des 4 témoins obligatoires en cas d'adultère tout en oubliant que nous sommes en 2018 et qu'il peut exister d'autres preuves en mesure de démontrer la commission de cet acte répréhensible par la loi coranique. Il finira par pousser les gens à signer la pétition en expliquant que nous devons tous soutenir M. Tariq Ramadan, quelles que soient ses idées. Quelles que soient ses idées, c'est un frère à nous que nous devons soutenir. Phrase extrêmement curieuse qui n'a aucun sens juridique, car si ses idées s'opposent aux préceptes de la religion, il n'a pas à être soutenu. Ensuite, dans son prêche du vendredi, il menacera quasiment ses fidèles d'aller en enfer s'ils ne signent pas la pétition, qu'ils ne soutiennent pas M. Tariq Ramadan. On envoie une pétition, moi je ne signe pas. Elle ne signe pas. Ça te hasab amam Allah. Tu es concerné par ce qui se passe. Et si tu ne fais rien, c'est un test pour toi, frère. Et devant Allah subhanahu wa ta'ala, ça yuhasibuna. Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander des comptes. Consternant. Madame Siham Andalousi, militante lyonnaise, ex-roubaisienne, membre du CMF, une des responsables de l'organisation des bénévoles de la campagne Free Tariq Ramadan, Résistance Alternative également, publiera plusieurs vidéos, la dernière en date le 17 février, qui synthétisera pour ainsi dire l'ensemble des contes vérités déjà cités précédemment. Or, Madame Siham Andalousi ne peut ignorer, comme nous-mêmes, que de sources sûres, plusieurs ex-membres du CMF se sont personnellement rendus à Londres pour y rencontrer M. Ramadan et lui demander des comptes au sujet des rumeurs persistantes dès les années 2010. Ce déplacement s'est soldé par une fin de non-recevoir, M. Ramadan ayant refusé d'ouvrir la porte à ceux qui étaient pourtant ses soutiens. Plusieurs ex-CMF évoquent aujourd'hui ce secret de Polichinelle. Nous avons pu constater également la publication du communiqué de la part de 2 responsables religieux lyonnais, le recteur de la grande mosquée, Kamel Kaptan, et son homologue de Villeurbanne, Asdine Gassi, qui demandent la libération immédiate de M. Ramadan. Ils parlent, comme leurs prédécesseurs, d'acharnement et de lynchage médiatique, de faits faux. La seule personnalité issue de ces milieux qui a fait un travail de sensibilisation selon les principes islamiques orthodoxes restera M. Ismaïl Mounir, personnage religieux de l'an jumeau, qui avant de s'exprimer publiquement a cherché dans son entourage à tirer le vrai du faux et à contacter des victimes. Il finira par produire une vidéo le 9 février dernier
rappelant qu'à moins de connaître l'affaire, il ne convient pas de s'exprimer au détriment des victimes présumées qui doivent être écoutées, ni au détriment de M. Ramadan. Il rappelle aussi la célèbre histoire du test des 3 passoires de Socrate et dénonce le tribalisme pré-islamique, un positionnement courageux face à un camp ramadanien. Malheureusement, M. Mounir sera minoritaire. Madame Ouria Boutelja publiera sur les réseaux sociaux un message ahurissant de sottise puisqu'elle affirme que la détention provisoire de M. Ramadan est due à sa couleur de peau. Et donc, non pas à la gravité des accusations et au dossier d'instruction de 600 pages. La couleur de peau du violeur revêt-elle une quelconque importance pour sa victime? Madame Boutelja vient-elle de comprendre en février 2018 que la justice française était beaucoup plus clémente envers les délinquants à col blanc? Ne savait-elle pas qu'il y avait une justice à part pour les ministres, puisque seule la Cour de justice de la République est qualifiée pour les juger? Ne savait-elle pas que Madame Christine Lagarde a été complice dans le détournement de près d'1 demi-milliard d'euros au bénéfice de M. Bernard Tapie et qu'elle a été blanchie totalement? Elle est d'ailleurs toujours la patronne du FMI. On le sait tous, ça. Sauf que c'est hors sujet. Cette façon de marxiser, racialiser toute réflexion relève de la pathologie. Quant à Madame Fanny Boer-Moti, une psychologue qui a très tôt soutenu M. Ramadan, elle a publié 2 vidéos dans lesquelles elle affirme que son professeur est à l'isolement, ce qui est faux, qu'il est gravement malade et que son état est incompatible avec la détention, ce qui reste à prouver. Elle nous apprend également que dans sa vidéo du 21 février que les victimes sont innocentes. Bref, on suppose qu'elle voulait dire les plaignantes sont présumées victimes, au même titre que M. Ramadan est présumé innocent. On imagine qu'en tant que psychologue, s'il s'avère que M. Ramadan est un pervers narcissique confirmé, il faudra qu'elle assume une erreur de diagnostic aussi grave et qu'elle songe à changer de métier. Le site Mediapart a publié également un article signé par une liste d'une 60aine de personnalités qui soutiennent M. Tariq Ramadan. Cet article reprend les mêmes faux arguments précédents sans aucune prudence ni vérification. Plus polémique et moins avantageux, le soutien exprimé par messieurs Dieudonné et Alain Soral. Le premier a diffusé plusieurs vidéos afin de soutenir M. Ramadan et essayer de récupérer ainsi les milliers de musulmans qu'il a perdus suite à ses nombreux scandales, le fameux chèque pour la Palestine. Si on se rassemble, normalement autour de la non-assurance, nous serons rapidement, je pense, en mesure d'apporter des solutions concrètes. Dans 1 an, je pense qu'on sera en mesure d'apporter à peu près 1 million d'euros à Gaza, mais sûr et certain. Je vais donc faire un chèque de, tenez-vous bien, de 1 million. 1 million de francs CFA, hein, parce que je suis... Quant à M. Alain Soral, il a décidé également de soutenir M. Ramadan et son site a même posté la vidéo de M. Nabil El-Nasri. Il a également posté un communiqué de presse via son avocat maître Damien Viguier. Il affirmait dans ce communiqué qu'il n'avait strictement rien à voir avec M. Ramadan et qu'il ne le connaissait absolument pas, qu'il ne l'avait jamais fréquenté. Une vidéo a été postée entre-temps sur Internet et qui comprend un enregistrement audio de M. Soral affirmant l'inverse. Ramadan, je pense qu'il a peur de ce que je fais et de ce que font d'autres parce que ce n'est pas un religieux. Je le connais dans sa vie de tout. Moi, j'ai vérifié. Il a de maîtresse, comme moi. Mais moi, je ne suis pas religieux, je le reconnais. J'ai une jeune amie à moi qui voulait divorcer parce qu'elle a été mariée, tu sais, mariage de Oblet, Tunisie à 17 ans. Elle voulait divorcer, son mari la frappait et essayait de la mettre enceinte de force. Elle est venue me voir, je l'ai aidée à divorcer, en mon âme et conscience. Et comme elle voulait une confirmation islamique, parce que moi, je ne suis pas musulman, je l'ai envoyé voir Tariq Ramadan. Il lui a proposé de lui payer un appartement pour en faire sa maîtresse quand il venait à Paris, tu vois. Tout son islamisme s'est effondré, hein. Elle a quitté la religion. Hein. S'il est parti aux États-Unis, c'est parce qu'il avait plein de casseroles comme ça. C'est un baiser, tu vois. Alors moi, j'ai rien contre. Moi, j'ai écrit sociologie de Dragueur, etc. J'ai baisé toute ma vie. Mais moi, je prétends pas être musulman et je donne pas des leçons, etc. C'est un mec qui adore régner sur les filles de la communauté. C'est un baiser de jeunes filles, Mais je sais que, d'abord, je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est pas un religieux, Tariq Ramadan. C'est un politique, tu vois. C'est un séducteur. Il est beau mec, il le sait. Et il a des tas de casseroles de cul. Et c'est pour ça qu'il est terrorisé par moi, parce que cette affaire, comme il s'est fait la fille, si tu veux, c'est un peu fâché avec lui. Il est terrorisé parce qu'il pense que c'est un piège que je lui ai tendu. Ramadan, c'est pas un religieux. Moi, tu me mens pas, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, Dieu est avec moi, tu vois ce que je veux dire. J'ai le scanner, tu vois. Ça, moi, il m'a dit, parce que je l'ai chopé plusieurs fois. Hein. Oui, Alain, c'est ce que tu fais est trop brutal, machin, Je dis, mais moi, je lui ai dit, pour moi, t'es pas un musulman, t'es un bourgeois suisse, déjà. C'est très incompatible, bourgeois suisse et musulman, tu vois. T'es avec ta petite cravate, ta petite barbichette, comme ça, là. Soral a raison, fort bien, mais à quelle heure? Encore un mensonge de la part du mythomane qui n'étonnera personne, mais qui laisse néanmoins un sentiment curieux et malsain. Pourquoi M. Soral veut-il cacher aujourd'hui son ancienne amitié avec M. Ramadan? Que cherche-t-il à cacher? Je rappelle et témoigne du fait que M. Alain Soral m'avait appelé à 2 reprises pour donner les coordonnées de 2 femmes supposées ayant eu des relations intimes avec M. Ramadan, en espérant que je les diffuse sur le net afin de se venger de lui, ce que je n'avais pas fait à l'époque. Bref,
tout ce tintamarre pour faire croire aux lecteurs que M. Tariq Ramadan serait victime d'un lynchage judiciaire et médiatique, ils ont le culot de vouloir le transformer en prisonnier politique à l'image d'un Mandela. D'aucuns osent même la comparaison avec l'affaire Dreyfus. Nous avons l'habitude de ce genre d'arguments fallacieux, comme celui de la prétendue censure de M. Tariq Ramadan, alors que c'est un grand habitué des médias hexagonaux. Il a été invité par pratiquement toutes les grandes émissions, aussi bien télévisées que radiophoniques, sans oublier la presse la plus lue en France. Tariq Ramadan qui lui est très engagé dans une réflexion sur la place de l'islam en Occident et en France en particulier. Tariq Ramadan, vous êtes professeur d'islamologie à l'université d'Oxford. Tariq Ramadan, bonsoir. Notre invité, c'est Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, islamologue. Tariq Ramadan, professeur d'études contemporaines islamiques. Tariq Ramadan, le célèbre théologien musulman. Tariq Ramadan. Tariq Ramadan revient en permanence. Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Tariq Ramadan qui publie. Tariq Ramadan, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, universitaire et grand spécialiste de l'islam. Tariq Ramadan, bonsoir. Tariq Ramadan, bonsoir à vous. Tariq Ramadan, bonsoir. Notre invité Tariq Ramadan. Tariq Ramadan est notre invité ce matin, bonjour. Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, 44 ans. Tariq Ramadan, bonsoir. Plus tard, les soutiens de M. Ramadan vont diffuser une dépêche AFP concernant l'hypothèse d'une collusion évidente de deux plaignantes et d'une subornation de témoins après la fuite de quelques pièces du dossier. Il est ainsi prouvé que l'enquête policière n'a négligé aucune piste et a vérifié tous les témoignages à charge et à décharge. Ceci contredit donc tout ce qui a été précédemment affirmé par les soutiens du prédicateur, le fameux deux poids deux mesures. Mais en fait, ils ne s'en rendent même pas compte. Nous pouvons parler également de leur campagne de harcèlement via des courriers envoyés à l'Élysée et à l'Assemblée nationale, demandant la libération de leur gourou. Ignorent-ils tous qu'il y a séparation des pouvoirs et que le politique n'a pas le droit d'agir sur la justice? Ils veulent réaliser par cette campagne ce qu'ils critiquaient au départ. Quelle contradiction! Tous ces comportements précédents, aussi excessifs que fut-ils, n'ont absolument rien d'islamique et sont l'expression d'un tribalisme qui est justement condamné par la révélation coranique, de la pure jahiliya. C'est un comportement sectaire qui pousse les gens, à cause de la dissonance cognitive, à commettre des interdits religieux graves comme le mensonge, la manipulation et l'omission. Tout est permis pour atteindre l'objectif défini initialement. Faire croire que toute atteinte, quelle qu'elle soit, de ce dernier, équivaut à une insulte envers toute la communauté et à l'islam est tout simplement faux et mensonger. La fin ne justifie pas les moyens. La technique la plus usitée sera celle de l'omission. Aucun des protagonistes ci-dessus n'a parlé des accusations de ces étudiants suisses du collège de Saussure qui ont témoigné à de nombreuses reprises avoir eu des relations sexuelles avec M. Ramadan, sans oublier la responsable du DIP au département de l'instruction publique suisse, ainsi que le doyen du collège qui a confirmé la réalité de ces accusations. Tout le monde a zappé le témoignage d'une accusatrice belge, plouf, disparue. Cette jeune femme belge, que l'on appellera Sarah, a été contactée par Tariq Ramadan via Facebook, alors qu'elle était en situation de détresse. C'est une relation qui débute, on va dire, où il vous met un peu en confiance. Ça commence, on va dire, doucement. Et ensuite, c'est vrai qu'au fur et à mesure, il a des demandes qui sont assez perverses. Il y a de surcroît une nouvelle plainte qui vient d'être déposée aux États-Unis par une présumée victime. L'information a été diffusée sur le compte Facebook d'une célèbre avocate américaine, Madame Rabia Chaudhry. Qu'en-est-il des vidéos et des accusations de Madame Majda Laroussi, du témoignage de Madame Karima Binetna qui a été en contact avec Ramadan, selon son long témoignage que nous avons recueilli? Nous sommes au courant de l'existence de nombreux cas d'adultère, des femmes qui nous ont déclaré avoir eu des relations sexuelles avec M. Ramadan. Un grand nombre de ces mêmes femmes ont affirmé avoir alerté l'entourage familial. Il est donc curieux d'entendre certains dire aujourd'hui qu'ils n'étaient au courant de rien. Personne ne parlera des messages vocaux laissés par Ramadan sur les répondeurs de certaines conquêtes. Tout le monde fait comme s'ils n'existaient pas. J'ai eu des pensées extrêmement coquines cette nuit. J'ai rêvé que je te faisais tout, que même je te forçais, que tu résistais avec plaisir. Enfin, j'ai très envie. Il va falloir patienter. Je t'embrasse très fort. Je t'oublie pas et puis toi non plus. Je t'embrasse partout et je te mords aussi. Parce que j'en ai envie. Boussa. Boussa très intense. Et puisque tu as besoin de respirer, ben moi je t'étouffe en t'embrassant. Pour t'embêter. Boussa. Il faut être sourd, aveugle et déterminé pour échapper à toutes ces casseroles bruyantes. Bon nombre de ces intervenants se sont rendus coupables de témoignages frauduleux, désignés dans la religion musulmane sous le vocable de Shahadat al-Zour, qui fait frémir d'effroi dès qu'il est évoqué. C'est un des plus grands interdits religieux juste après l'associationnisme.
Ils se sont rendus ainsi systématiquement coupables d'omission désignée en islam sous le terme de kitmanul haqq. Nous n'avons pas le droit en islam de taire une vérité qui pourrait faire cesser un désordre. Dans une vidéo intitulée Maghreb Humiliated 3, postée le 13 août 2013 sur notre site libreanswer.org, j'avais déjà prédit la chute de Tariq Ramadan après un scandale semblable à ceux des téléévangélistes américains. C'est le culte de la personnalité. Il est là avec ses photos, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Hein? C'est le téléévangélisme. Les téléévangélistes américains, les WASP américains, notamment les Jimmy Swaggart et compagnie, ils ont tous été impliqués dans des scandales sexuels gigantesques. Cette prédication était tout simplement le fruit d'un travail d'analyse et de synthèse approfondi et sous tous les angles du personnage Tariq Ramadan. L'UOIF, ou Musulmans de France, a publié le 15 février un communiqué sur le site Havre de Savoir dans lequel ils disent soutenir M. Ramadan, ajoutant « Durant ces décennies, Musulmans de France n'a jamais constaté la moindre immoralité ou contradiction entre les valeurs promues par Tariq Ramadan et son comportement. Nous pouvons affirmer ici qu'ils étaient au courant depuis longtemps de certains agissements de M. Ramadan, ce qui rend ce témoignage encore une fois faux. » Seul le site Oumma a publié un article intelligent et prudent, La stratégie suicidaire des Ramadaniens, écrit par M. Homero Marangiou-Peria. L'auteur de ce papier indique qu'il est également absurde de comparer des affaires aussi différentes que celles de M. Ramadan et de M. Nicolas Hulot par exemple, dont la plainte est prescrite et a même été rejetée par la justice. Idem pour M. Darmanin, dont la première plainte a été classée sans suite. Toutes les affaires judiciaires ne se valent pas, et il faut dire que les intervenants sont peu habitués aux finesses des procédures pour pouvoir en parler sans dire de bêtises. Il faut également rappeler que les soutiens des personnalités religieuses sont très peu nombreux en fin de compte, d'autant qu'un appel à manifester le jeudi 22 février dernier a rassemblé 80 personnes seulement devant le tribunal. Ceci est insignifiant comparé aux 2 millions de personnes qui le suivent sur Facebook. Un appel aux dons Cotise Up a été mis en place afin de collecter 90 000 € et assurer sa défense. Rappelant aux musulmans qui soutiennent M. Ramadan que cet argent ira payer, entre autres, les honoraires exorbitants de l'avocat suisse Marc Bonan, islamophobe pathologique notoire, parfaitement assumé, qui est aussi l'avocat du général algérien Khaled Nezzar, ainsi que d'une ribambelle d'autres dictateurs africains qui ont détruit leur pays en cachant leurs magots en Suisse. La civilisation, c'est des cultures et des pratiques. Ici, nous avons dans un camp la démocratie, dans l'autre des théocraties ou des dictatures. Ici, la liberté, là, la soumission. Ici, le pluralisme, là, l'univocité. Faut-il rappeler que M. Ramadan a des revenus très confortables. Il publie chaque année un livre vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires, traduit en plusieurs langues, pour lequel il touche au bas mot 2 € par exemplaire. La position la plus sage, la plus équilibrée, la plus juste est assurément celle de laisser la justice faire son travail. M. Ramadan a clairement les moyens de se défendre, étant donné le nombre d'avocats qui s'occupent de son dossier. Tant mieux pour lui. Cette position médiane va permettre de respecter la présomption d'innocence de l'accusé, mais également la situation de présumée victime, qui, rappelons-le, si leur histoire est attestée, ont dû vivre l'enfer. Rappelons que sa famille était prête à verser une caution de 50 000 € qui a été refusée par la justice. Elle a donc clairement les moyens d'assurer sa défense. Le positionnement choisi par certains est suicidaire, car tout excès est nocif. Il est d'autant plus excessif que personne n'a accès au dossier complet de l'instruction et que les gens ne connaissent absolument rien à cette affaire. Comment prendre une position aussi radicale et sans condition en étant dans l'ignorance absolue? Quant à nous, nous n'avons attendu absolument personne et nous n'avons de recevoir de personne. Nous avons attaqué les positions intellectuelles de M. Ramadan depuis très longtemps dans des articles fouillés et des analyses pertinentes. Nous nous sommes également attaqués aux hommes les plus puissants de l'État, aussi bien les 3 derniers présidents de la République que leurs ministres et autres conseillers occultes semblent oublier la secte maçonnique mafieuse. Nous avons dénoncé les dérives sataniques du patron de la radio Skyrock, Pierre Bélanger, en pointant les dérives pornographiques du rap business. Nous avons dénoncé Feu Pierre Berger, pape du lobby LGBT français. S'attaquer à ces 2 personnages nous a valu 2 procès. Nous avons également dénoncé Frédéric Mitterrand, ministre de la République, pour ses écrits pédophiles, mais également pour les 2 frères tunisiens qu'il a adoptés en toute illégalité, au mépris de toutes les lois françaises et tunisiennes. Bref, nous dénonçons le mal et le désordre, où qu'il soit et quel qu'en soit l'auteur. Selon certains, qui s'attaquent à Tariq Ramadan s'attaquerait à l'islam et aux musulmans. On ne comprend pas qu'un être humain censé puisse tenir un tel langage. Monsieur Tariq Ramadan ne représente que lui-même et rien d'autre, ce qui est déjà beaucoup. Pour ma part, je suis fier d'affirmer que je n'appartiens pas à la communauté des sectateurs de M. Ramadan et on comprend d'ailleurs parfaitement maintenant le pourquoi de sa situation sociale dramatique. Non, M. Kattabi, nous ne défendrons jamais quelqu'un de coupable, c'est contraire à notre religion. Nul besoin d'ailleurs d'avoir une religion pour se l'interdire. Il serait temps pour vous que vous songiez à vous convertir sincèrement à l'islam dont vous parlez à longueur de discours, vous en tireriez le plus grand bien et vous seriez mieux guidé dans vos choix quotidiens. De grâce,
Si vous voulez vraiment être utile et rendre service à votre gourou, taisez-vous. Taisez-vous! Car vous êtes en train de creuser chaque jour un peu plus le trou dans lequel vous allez tous tomber. Taisez-vous! Taisez-vous! Vous renvoyez une image piteuse et déplorable de l'islam et de ses fidèles. Vous avez même dépassé en vulgarité les partisans de Dominique Strauss-Kahn. Il ne faudrait pas se plaindre ensuite lorsque les caricaturistes de Charlie Hebdo s'acharneront sur vous. Rappelons avant de finir qu'une affaire très semblable à celle-ci avait éclaté au sein de la confrérie des frères musulmans au milieu des années 40. Il était question d'accusations d'adultère, d'orgie, visant le beau-frère de Hassan el-Banna, le grand-père de M. Tariq Ramadan, Abdelhakim Abidine. Le chef de la confrérie a préféré préserver son beau-frère, M. Abidine, reconnu coupable par la commission d'enquête, qu'il avait lui-même nommé, et exclure le membre historique Ahmed Soukari, présidente de la dite commission. Nous mettons pour les arabisants en lien ce livre afin de se renseigner plus sur cette affaire des années 40. Il y aura un avant et un après Tariq Ramadan, c'est une évidence. Il lui sera très compliqué de se relever d'un tel scandale, pire encore d'un tel comportement de la part de ses soutiens. Reste à savoir qui prendra sa place car la nature a horreur du vide. Cette affaire nous aura appris une bonne leçon. Tout ce qui passe dans les médias, tout ce qui est promu par le système est à rejeter. Il serait également important que les musulmans cessent de suivre n'importe qui s'appuie dans leur quête spirituelle sur des vrais savants et non des philosophes et des islamologues de pacotille, dont les avis juridiques n'ont pour autre objectif que de plaire à la République et à la modernité. Pour finir, à la fin de la semaine dernière, au détour d'une conversation, un responsable associatif marseillais très dynamique m'avait confié que pour lui, après 25 ans de militantisme, la communauté musulmane n'existait pas en France. Loin de moi l'intention de vouloir gratuitement surenchérir, mais je lui ai tout de même répondu qu'en ce qui me concerne, ce n'est pas la communauté que je recherchais, mais bien les musulmans. Merci pour votre attention et à très bientôt.